Mesdames, Messieurs, voici l'émission Érable en bref. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, vous entendrez deux entrevues à écouter absolument. Il sera question d'Opération Enfant Soleil. Héloïse, c'est elle l'Enfant Soleil du centre du Québec et vous allez comprendre pourquoi. Sa maman sera également présente. Sa mère s'appelle Catherine. Elles ont reçu une grande aide, mais aussi une grande écoute de la part d'Opération Enfant Soleil. Et elles vont nous dire pourquoi donner aussi à Opération Enfant Soleil. Il y aura aussi Josiane Labbé. Elle est infirmière à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca en périnatalité au centre de naissance famille, vous avez deviné. Eh bien, Josiane est très reconnaissante, elle aussi, envers Opération Enfant Soleil. C'est que l'argent qui a été remis à ce département, et là on parle d'un montant de 16 764 $ qui va servir entre autres à acheter 4 beaux pousse-seringues, et cela à la technologie du jour. Comme deuxième entrevue, toujours dans le milieu hospitalier, notre invité sera M. Johan Larouche. Il est chef des services spécialisés en santé mentale. Le département s'est muni d'un module sécuritaire qui va permettre de donner des soins adaptés à des gens qui sont dangereux, soit pour eux-mêmes ou encore pour les autres. Voici maintenant vos nouvelles. COVID-19. Depuis le 21 mars dernier, début de la troisième vague, on parle de 431 personnes de la MRC d'Arthabasca affectées par la COVID-19 et 134 personnes pour la MRC de l'Érable, dont 44 à Princeville et 42 de Plessisville qui ont contracté donc la maladie. À la dernière séance du Conseil des maires dans l'Érable, on a fait une annonce importante pour les gens qui désirent se faire vacciner. Alors, il y aura plusieurs cliniques de vaccination dans plusieurs municipalités de la MRC de l'Érable grâce à une unité mobile qu'on installera du côté de Laurierville et de Vernesse, Notre-Dame-de-Lourdes, Lister ainsi que Saint-Pierre-Baptiste. Pour prendre rendez-vous, vous n'avez qu'à composer le 819-998-9500. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Faisons place maintenant à nos entrevues et je vous rappelle que toute l'équipe de la TVC vous souhaite de passer une belle semaine remplie à 100% d'actualité locale et régionale. Bonjour, je m'appelle Geneviève Manceau et je suis conseillère d'orientation pour l'organisme Impact Emploi de l'Érable, situé à Plessisville. Impact Emploi de l'Érable est un centre conseil en emploi qui a pour mission d'informer, soutenir, conseiller et encourager sa clientèle dans une démarche personnelle d'orientation, d'intégration ou de maintien en emploi. On me demande souvent, suis-je trop vieux pour retourner sur les bancs d'école? Eh bien non! Il n'y a pas d'âge limite pour effectuer un retour aux études. Que l'on soit jeune ou plus expérimenté, une démarche d'orientation peut permettre d'y voir plus clair afin d'être en mesure de faire un choix réaliste et réalisable. Cette réflexion personnelle à chacun devient plus complexe qu'un simple questionnement au regard de l'âge. Les intérêts, les valeurs, la personnalité et la motivation de la personne, combinés aux ressources personnelles dont celle-ci dispose, telles que la présence ou l'absence de soutien social, son état de santé physique et mental, ses aptitudes et ses capacités, ne sont que certains des indicateurs qu'ils ont pris en compte lors de l'élaboration de son projet professionnel. De plus, les conditions du milieu, dont entre autres les perspectives d'emploi, les possibilités de formation ainsi que les conditions économiques, s'ajoutent à l'évaluation de la situation. Finalement, lorsque le choix est fait, d'autres questionnements surgissent, dont celui de la conciliation des différentes sphères, telles que le travail, les études et la famille. Il devient quelquefois plus ardu pour une personne d'y voir plus clair et de préparer son retour aux études. Vous envisagez un retour aux études? N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir davantage d'informations. Au plaisir de vous rencontrer.
Côté entrevue, donc, à l'émission Érable en bref, eh bien, j'avais lu un article dernièrement qui disait qu'on avait rajouté un genre de module sécuritaire ou encore une chambre pour sur l'aile donc psychiatrique. Et là, je me suis dit, ben, il me semble que ça fait longtemps qu'on attendait cette chambre-là ou encore ce module sécuritaire. Et puis, pour savoir si j'avais tort ou raison, ben, il n'y a rien de mieux que d'interviewer donc le chef. Donc, le chef qui s'appelle d'ailleurs, le chef des services spécialisés donc en santé mentale et j'ai nommé donc Yoann Larouche. Alors, bonjour, Monsieur Larouche. Bonjour. Un chef de service spécialisé en santé mentale, c'est quoi exactement votre rôle? Donc, en réalité, mon rôle depuis 5 ans, c'est d'être, comme vous avez dit, le chef des services spécialisés en santé mentale. Donc, je suis un peu la personne qui coordonne tout ce qui est des services spécialisés, donc de deuxième ligne en santé mentale, ce qui inclut l'unité d'hospitalisation, donc le fameux 6e étage à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, les cliniques externes, l'hôpital de jour et les agents de liaison qui peuvent se retrouver aussi à l'urgence là, pour traiter certaines personnes qui se présentent à l'urgence. Oui, ben c'est ça, vous venez de le dire vous-même parce que je sais que ça date peut-être pas d'hier, mais d'avant-hier et encore si on recule dans les années, c'est qu'une personne qui avait vraiment un problème, qui se rendait à l'urgence, c'est qu'on savait pas trop quoi faire avec cette personne-là. Peut-être, bon, on la gardait, peut-être pour une nuit ou deux, mais après ça, on fait quoi? Alors, est-ce que c'est dû à ça, ce nouveau module est-ce qu'on peut dire ça? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, c'est qu'on a un ensemble de services au sein de la direction santé mentale adulte et dépendance. Donc, tout dépendamment du besoin de la personne, que ce soit des soins de première ligne, des soins de proximité, des soins dans la communauté ou des soins un petit peu plus spécialisés qui se retrouvent à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Donc, tout dépendamment du besoin de la personne, on va l'orienter vers le bon service. Donc, ça, c'est une partie de nos services. L'autre partie qu'on a, bien, comme je vous avais dit, c'est l'unité d'hospitalisation qu'on a, qui compte 24 lits. Donc, pour l'ensemble de la population d'Arthabasca érable. Et dans ces 24 lits-là, on a rajouté 3 lits supplémentaires qui nous permettent justement de se munir d'un module sécuritaire, comme vous avez dit tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, qui va permettre de donner des soins adaptés à des gens qui sont dangereux soit pour eux-mêmes ou pour autrui. Est-ce que ça ressemble à une grande salle? Exactement. Il n'y a pas de mur, hein, c'est ça? C'est 3 chambres. Donc, dans le fond, on a vraiment 3 chambres. Puis, on a vraiment dans le milieu une aire commune. Donc, avec une table, style un petit peu cafétéria, avec une télévision. Donc, puis on a une salle de bain aussi qui est adaptée. Donc, c'est vraiment, oui, on a les 3 chambres qui peuvent servir dans des situations d'agressivité extrême, donc un petit peu pour envoyer une personne en retrait, donc pour faire passer la crise de manière la plus sécuritaire possible. Quand la crise est passée, bien, on peut la réintégrer dans l'aire commune du module sécuritaire, donc avec les 2 autres personnes qui peuvent s'y retrouver, avec la salle de bain aussi. Avant d'avoir ce module sécuritaire, qu'est-ce qu'on faisait? Avant d'avoir cet environnement sécuritaire-là, on devait avoir des chambres réservées pour des usagers qui représentaient un risque de dangerosité, mais ce qu'on devait faire, l'obligation, c'était de mettre quelqu'un, donc un intervenant supplémentaire, ce qu'on appelle en service privé, donc c'est du 1 pour 1, qu'on devait mettre devant la porte pour assurer une surveillance constante, assurer que la personne demeure en sécurité, que le reste du département reste aussi en sécurité. Mais vous le savez, on a des problèmes de pénurie de personnel dans l'ensemble du réseau de santé. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se permettre encore de mettre une personne en service privé 1 par 1? Non, ça ne faisait pas partie non plus des meilleures pratiques. Donc, on s'entend, là, imaginez-vous là, être couché dans votre lit et d'avoir quelqu'un qui vous regarde dans le cadre de porte. Donc, le fait d'avoir ce module sécuritaire-là, ça nous a permis d'enrayer cette pratique qui était en réalité, qui ne faisait pas partie des meilleures pratiques. Donc, on est vraiment là, pour le module, on a fait beaucoup de recherches, on s'est associé avec des différentes associations au niveau de la sécurité des travailleurs. Donc, on est vraiment là à la fine pointe de la technologie, si je pourrais dire. D'avoir un environnement de la sorte, ça nous permet beaucoup de mieux planifier nos interventions. Donc, associé au module sécuritaire, on a de la formation qui est donnée avec ça. Donc, ce qu'on veut faire et ce qu'on travaille, c'est d'éviter justement la crise d'agressivité. C'est-à-dire, on veut travailler en amont de la crise, donc d'être capable de reconnaître les signes précurseurs, de reconnaître les signes avant-coureurs aussi, les facteurs de risque. Donc, faire une bonne analyse de la situation pour finalement être capable
de désamorcer la crise avant que la crise survienne. C'est ça. Maintenant, pour le module sécuritaire, est-ce que ça fait longtemps qu'il est installé? Donc, les travaux ont commencé dans l'année début 2018. Donc, ça fait un petit peu plus qu'1 an qu'on l'a mis en place, donc qui est utilisé. En moyenne, dans la dernière année et demie, on a dans les environs de 66% de taux d'occupation. Donc, c'est-à-dire que quotidiennement, on a environ 2 lits sur 3 d'occupés. Un environnement de la sorte, ça constitue une mesure exceptionnelle. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une hospitalisation entière qui va se dérouler dans un module sécuritaire de la sorte. Donc, c'est vraiment une mesure exceptionnelle, c'est-à-dire, on va faire passer la crise, donc quand la crise survient. Donc, on va la stabiliser, on va faire les interventions nécessaires et pour pouvoir ramener la personne le plus rapidement possible dans l'autre section du département qui est dite plus ouverte, donc l'aile régulière du département. Ce que ça nous permet également, c'est d'empêcher une certaine contamination clinique. Donc, avant, on avait des situations d'agressivité, des désorganisations à même l'unité régulière. Donc, on s'entend que des fois, il y avait des situations qui pouvaient être un petit peu plus explosives, mais que tout le monde entendait. Tout le monde entendait, puis il pouvait avoir plusieurs témoins, alors que maintenant, on a vraiment une section réservée pour ce type d'intervention-là. Donc, ça nous permet d'éviter justement là, une certaine contamination clinique entre les différents usagers hospitalisés. Eh bien, en tant que chef de service, là, êtes-vous content là, de cette acquisition-là? Puis pourquoi on vient juste d'en entendre parler? Ce qu'on voulait faire, c'est se donner une petite période pour analyser un petit peu à savoir l'efficacité du module. Je vous dirais, on a atteint l'ensemble des objectifs qu'on s'était mis en place. Ce qu'il faut savoir, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'on s'est accoté aux meilleures pratiques. Donc, la plupart des unités de psychiatrie ont ce genre de section d'hospitalisation-là ou sont en voie d'en avoir un. Donc, oui, on est excessivement satisfait. On a atteint l'ensemble de nos objectifs. On n'est pas nécessairement surpris non plus parce que, comme je vous disais, on s'accote aux meilleures pratiques. Mais on a vu là, une diminution des interventions physiques. On a vu une diminution du nombre de blessures. On a vu, comme je vous disais tout à l'heure, aussi une diminution au niveau des services privés, donc les surveillances constantes qu'on avait à faire. Puis on a vu aussi là, une bonne satisfaction auprès des usagers qui sont hospitalisés, donc qui se sentent plus en sécurité, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'installation. Voilà. Mais en tout cas, merci. Est-ce que vous vouliez peut-être ajouter autre chose d'important? Bien, rapidement, je veux dire merci, oui, à la Fondation à notre santé, la Fondation de la relève aussi, qui nous ont permis de financer ce beau projet au courant de l'année où est-ce que le projet a été mis de l'avant. Je tiens à remercier aussi les équipes qui ont embarqué là-dedans, donc les équipes de soins, les psychiatres qui ont tout embarqué dans le projet, même si au début, c'était quelque chose qui était plus ou moins connu de la part de certaines personnes, mais on a tout avancé vers le même objectif, donc je voudrais les remercier aussi. Puis juste pour terminer, si vous avez des problèmes, vous avez besoin de parler, vous avez des problèmes à la maison, vous avez certaines situations particulières, il y a toujours le 811 que vous pouvez appeler, c'est toujours la porte d'entrée pour l'ensemble des problématiques que vous pouvez avoir. Il y a le site du CIUS aussi, le site web du CIUS qui a une section au niveau, la section Protéger ma santé mentale que vous pouvez visiter aussi, donc qui vont vous permettre aussi de vous orienter vers les meilleures ressources disponibles. Donc, l'important, c'est d'en parler, puis c'est de ne pas avoir peur d'en parler non plus. Voilà. En tout cas, merci. Je pense que ça fait une très belle conclusion. Donc, on va retenir le 811 finalement. On serait tenté de faire le 911, hein? Je ne sais pas. Bien, tout dépendamment, tout est une question d'urgence à chaque fois. Donc, si c'est une urgence, le 911, c'est toujours le 911. Si c'est une question de... Si c'est pas une urgence, ben on se dirige vers le 811.
8 ans. Ben, c'est parfait. Maintenant, on a compris le message. Ben, Joanne Larouche, j'espère que vous avez tout expliqué, mais en tout cas, même pour la population, ça nous sécurise à quelque part. Puis je suis certaine que le 811 va être inscrit maintenant sur la fameuse porte du frigo, hein, qui contient plein de papier. Hein? Il faut, oui. Puis des dessins d'enfants. Les dessins d'enfants, vous avez entièrement raison. Ben, merci. Alors, je m'entretenais avec le chef des services spécialisés, donc en santé mentale, Joanne Larouche. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'Opération Enfant Soleil. Vous savez qu'à chaque année, on distribue certains montants d'argent et des fois, on se pose plein de questions. À quoi va servir cet argent-là et de quoi notre région a vraiment besoin? Alors, tout ça a déjà été fait. Ce qui m'intéressait ou ce qui m'appelait finalement, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui se passe chez nous, du côté donc de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Alors, pour ce faire, je reçois Josiane Labbé. Bonjour, Josiane. Bonjour. Alors, Josiane, expliquez-moi votre titre. Vous êtes infirmière? Oui, je suis infirmière à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Je travaille en périnatalité, donc au centre naissance-famille, avec les familles, les mamans enceintes, les couples et les bébés parfois malades, parfois prématurés. Combien vous avez reçu de la part d'Opération Enfant Soleil? Donc, cette année, on a reçu 16 764 qui est complètement investi pour 4 beaux pousses seringues qu'on va utiliser avec efficacité. Donc, on est super contents. À chaque année, on en a. En fait, depuis 1992 là, que Opération Enfant Soleil nous donne des montants d'argent. Puis je pense qu'on est proche du demi-million de ce qu'on a reçu. Donc, à chaque année depuis ce temps-là. Et là, ça nous impressionne parce que le monde médical, hein, on connaît un peu moins cela. Et quand vous parlez de pousse seringue, avez-vous un exemple à nous donner? L'avez-vous à côté de vous? J'aimerais savoir ça, moi, un pousse seringue. Donc, c'est un ancien pousse seringue qui est destiné à la clientèle qui est adulte. Donc, nous, n'ayant pas autre chose, on utilisait ces pousse seringues-là pour donner finalement de la médication aux petits bébés ou pour leur alimentation, par gavage. Donc, les bébés incapables de téter au sein, capables de téter à la bouteille, reçoivent via le pousse seringue et une seringue ici, des médicaments ou du lait. Donc, comment ça fonctionne? Très simple, on insère la seringue ici, on descend le curseur ici, puis ensuite, on choisit la vitesse d'administration. Donc, on avait une vitesse qui était modérée, lente ou extra lente. Seulement 3 vitesses. Ce qui nous apporte à parler finalement de nos pousses seringues qui sont plus sophistiquées, qu'on va pouvoir s'acheter avec l'argent d'Opération Enfant Soleil. Bon, puis la différence, ce sera quoi exactement, là? Donc, la différence, c'est que ça va être complètement électronique, donc beaucoup plus sophistiqué. Je peux juste rentrer le nombre de temps et le nombre de millilitres à donner. Il fait le calcul lui-même, puis il pousse sur une vitesse qui est constante, qui est stable, beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus précis. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on espérait les avoir parce que, en plus, sur mon étage, quand tu utilises des pousses seringues à clientèle adulte, tu les partages avec aussi les adultes, pas juste les bébés. Puis, en contexte de situation d'urgence, lors d'une réanimation de bébé, la dernière chose que tu as envie comme infirmière, c'est de courir après ton matériel. Donc, 4 beaux pousses seringues juste pour la clientèle prématurée et malade. C'est 16 000 pour 4 pousses seringues. C'est quand même... hein, parce que quelqu'un qui ne vient pas du milieu médical dit, mais ça coûte cher, hein, c'est dispendieux, mais c'est nécessaire. Exactement. Le matériel médical coûte excessivement cher, puis ça change vraiment vite, un petit peu comme la médecine. La médecine, c'est une science qui évolue rapidement. Bien, le matériel est de plus en plus sophistiqué, évolue rapidement à son tour aussi, puis on n'a pas le choix d'emboîter le pas pour arriver à donner des soins précis, sécuritaires, puis de qualité à notre clientèle. Donc, on a besoin de cet argent-là, on a besoin de ce matériel-là pour offrir des bons soins. Bon. Juste avant de terminer, parce qu'il y a aussi un autre montant, parce que maintenant, on peut faire des accouchements avec des sages-femmes, hein, c'est la belle nouveauté. Bien, en décembre 2020, maintenant, les sages-femmes peuvent se présenter à l'hôpital avec les patientes pour les accouchements. Il y a une chambre qui leur est réservée, mais sinon, en maison de naissance, ça fait plusieurs années là, que ça existe. Cette maison-là aussi a reçu un montant d'argent.
Oui, elle a reçu 9 500 $ pour l'achat d'un bilirubinomètre. Oui. C'est un petit appareil portatif qui permet, à l'aide d'un petit flash lumineux, de prendre une photo de la peau du bébé pour nous donner finalement le pourcentage de bilirubine qu'il y aurait dans sa peau. Ça nous permet de savoir finalement s'il fait une jaunisse ou non. Maintenant que vous avez tout cela, est-ce qu'il va vous manquer autre chose dans l'avenir, par exemple? Bien sûr, écoute, comme les choses changent rapidement, je vous dis, à chaque fois, on a des moniteurs plus sophistiqués, des tables de réanimation plus sophistiquées, des isolettes pour prématurés plus sophistiquées. Donc, à chaque année, ce montant-là est toujours nécessaire et toujours bienvenu. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné de belles explications. Et puis, on va tout simplement dire aux gens, n'hésitez pas à donner la prochaine fois pour Opération Enfant Soleil. C'est ce que vous semblez nous dire aussi, Josiane? Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a encore des billets, des tirages un peu partout là, dans les commerces là, pour, je pense, encore quelques mois. Donc, n'hésitez pas à en acheter, n'hésitez pas à participer avec joie et bonheur parce que c'est bon pour toute notre population, c'est bon pour nos petits prématurés et nos petits bébés malades. En tout cas, merci de nous en avoir parlé, Josiane. On se dit à la prochaine. Au revoir. Merci. Pourquoi pas parler à l'Enfant Soleil du Centre du Québec? Elle est avec nous, avec sa maman. Alors, je vais saluer donc sa maman Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Et aussi, Héloïse. Allô, Héloïse? Allô. Notre enfant soleil. Tu as l'air pas mal souriante. C'est toujours comme ça? Oui, pas mal. Oui, hein? Est-ce qu'on demande à maman de confirmer? Je confirme. Et c'est pas juste l'enfant soleil. Nous, c'est le rayon de soleil de la famille. Fait que... Pourquoi toi? Raconte-moi ton histoire. Moi, je suis atteinte d'hypoplasie du ventricule droit avec atrésie pulmonaire. Donc, j'ai pas de ventricule droit. Puis, j'ai un pacemaker pour aider mon cœur à battre. Puis, j'ai vécu 4 chirurgies à cœur ouvert depuis ma naissance. Ça, Catherine, est-ce que vous le saviez quand vous portiez justement Héloïse? En fait, on l'a su à 20 semaines de grossesse. Donc, à l'échographie morphologique, la première échographie qu'ils nous font quand on est enceinte, ils ont, merveilleusement trouvé ça. C'est bizarre à dire, mais habituellement, ils ne sont pas capables de déceler à cette échographie-là ces problématiques-là. Et nous, on a eu un ange de technicien qui a vu rapidement la condition d'Héloïse et c'était tant mieux parce qu'on était suivis en maison de naissance et à cette époque-là, les échographies, c'était juste si on en souhaitait une. Et on a remercié la vie de nous l'avoir offert parce que c'est à ce moment-là donc qu'on a su, c'est en suivi des tests génétiques pour savoir est-ce qu'elle a juste une malformation cardiaque ou elle a aussi de la trisomie, toutes sortes de problématiques associées souvent aux malformations cardiaques. Mais heureusement, elle avait que cette malformation cardiaque-là qui est importante, mais qui était traitable. On a rencontré le chirurgien cardiaque qui nous a dit, et je l'ai rencontré pendant 2 heures de temps, le chirurgien à Québec. Là. On en a des questions. Ah oui, certainement. Puis il a pris le temps avec moi. Il m'a dit, Catherine, si j'avais pas la certitude que ta fille serait pas comme les autres, je l'opérerais pas. Il dit, ta fille sera comme les autres. Puis effectivement, elle a vécu 4 chirurgies à cœur ouvert à 6 jours, 8 mois, 3 ans et demi, 4 ans, mais elle est comme les autres aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu te souviens de chaque opération? Parce que tu étais quand même très jeune. Je me souviens de rien. Il y a quelques photos après mes opérations, mais moi, je sais pas. Là. Je me rappelle plus. C'est ça, elle était très petite, mais tu sais, je peux vous dire que ça a été vraiment une battante. Elle n'était hospitalisée jamais plus que 5-7 jours, alors qu'il y a des enfants que ça peut durer vraiment plus longtemps. Mais elle 24 heures après ses chirurgies, elle était tout sourire. Tu sais, quand je vous disais que c'était vraiment un rayon de soleil, on lui enlevait le drain, automatiquement, elle se mettait à sourire, puis c'était comme si c'était rien passé. Par la suite, là, est-ce qu'il y aura d'autres opérations? C'est quoi? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une opération pour changer mon stimulateur cardiaque. Mais sinon, la prochaine opération, ça va être pour encore changer, mais ça va être
encore dans longtemps. Là. Exactement. Ben, en fait, les chirurgies qu'ils ont fait à Héloïse, on appelle ça des chirurgies palliatives. Et la dernière technique de chirurgie qu'ils lui ont fait à 4 ans, ils n'ont jamais encore mené d'enfant à bout de cette chirurgie-là. Donc, ils ne savent pas à quel âge ces enfants-là vont avoir besoin d'être réopérés ou d'avoir besoin dans son cas à elle, ce sera une greffe de cœur. Donc, on vit au jour le jour parce qu'on n'a aucune idée comment elle va grandir, comment son cœur va réagir à tout ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, là, à 14 ans, son cœur, les médecins, quand ils le voient, ils disent que c'est une œuvre d'art parce que les chirurgies qu'ils ont fait fonctionnent à merveille encore à 14 ans, alors que ça fait déjà 10 ans qu'elle a eu sa dernière chirurgie. Donc, voilà, c'est une greffe de cœur éventuellement, mais là, on reste dans l'ici maintenant. Puis, on fait quoi quand on est nommée ambassadrice? Je fais des vidéos pour demander, pas demander, mais tu sais, encourager les gens à faire des dons ou je fais aussi des campagnes de financement. J'en ai fait avec mon école. Puis, on fait des vidéos pour, mettons, les partenaires de la Maison Enfant Soleil, puis des trucs comme ça, là. C'est son rôle d'aller inspirer, sensibiliser, puis démontrer que ces sous-là, concrètement, ça donne ça. Quand on donne à Opération Enfant Soleil, ça fait en sorte qu'on peut avoir une Héloïse qui est en vie et qui a une vie comme toutes les autres. Je pense que les dons, ça peut tout changer pour un enfant. Puis ça peut être $1, puis ça va être incroyable déjà. Exactement. Puis dans le fond, il y a oui, la campagne de financement, c'est à l'année qu'on peut faire des dons en ligne. Il y a aussi le Téléthon qui aura lieu le 30 mai prochain. Donc, d'ici là, Héloïse, elle a un objectif de 7 500 $, mais qu'on est en train de dépasser. Puis, il y a évidemment les billets de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville, dont Héloïse a donné son nom à la maison et elle est ambassadrice. Le tirage est le 26 août prochain. Donc, c'est possible de se procurer des billets aussi sur le site d'Enfant Soleil. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, passez une belle soirée. Puis, bravo pour ce que vous faites pour les gens, dans le fond. Merci beaucoup. Au plaisir. Oui, au plaisir. À la prochaine. Alors, c'était notre dernier bulletin de nouvelles en cette période de l'année, puisque la programmation, ou plutôt la nouvelle programmation, reviendra à compter du mois de septembre. En attendant, tout au cours de l'été, vous aurez l'occasion de réécouter nos différentes émissions qui ont été diffusées pendant l'année 2020-2021. On se dit donc au mois de septembre et surtout passez un très bel été.